Club Crypto. Toute l'actu crypto au même endroit. On va parler maintenant de FTX, comme quoi le temps passe vite, les gars. Le temps passe vite. Nous avons donc Caroline Ellison, l'ex-dirigeante d'Alameda Research, qui bénéficiera d'une libération anticipée le 21 janvier 2026, après avoir purgé un peu plus de la moitié de sa peine de 2 ans, prononcée le 24 décembre 2024. Cette sortie précoce clôt partiellement le chapitre judiciaire de FTX. Elle illustre les remises de peine pour coopération sans effacer les conséquences systémiques du scandale sur la confiance dans le secteur crypto. Elle va sortir du prison. C'est pas exclu qu'au final, elle vende les droits pour une série. Moi, je vous dis l'avenir de Caroline Ellison, elle va continuer à faire du pognon, les gars, avec ce qui est arrivé. Et c'est ça qui est ouf dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Mais c'est ainsi. Elle va vendre son histoire, du moins une partie de son histoire à Netflix. Donc le compte officiel de Trust Wallet, donc qui a expliqué qu'il y avait une brèche de sécurité sur donc l'extension de leur wallet Trust Wallet sur la version 2.68 seulement, d'accord. Donc ceux qui ont et qui avaient donc la version 2.68, il faut bien évidemment l'enlever et upgrade à la 2.69. Alors je vous rassure, normalement les upgrades que vous êtes mis un peu à jour sur votre ordi, et que vous utilisez plus ou moins, les upgrades se font quasiment tout le temps très rapidement. Moi j'utilise pas du tout Trust Wallet, je vais juste voir ma version que j'ai. Parce que je l'avais téléchargé une fois, mais de toute façon je m'en sers pas du tout. Les utilisateurs y ont importé leur site phrase et leurs fonds ont ensuite été siphonnés. On parle ici de plus de 6 millions de dollars qui se sont envolés. Trust Wallet a reconnu l'incident, demandé aux utilisateurs concernés de mettre à jour vers la version 2.69. Pendant que cette news faisait le tour de l'écosystème, le marché lui continue d'avancer. En description, du coup, vous pouvez retrouver un guide où je vous explique comment lier votre wallet OKX ou Rabi ou Phantom à un ledger. Comme ça, eh bien, vous pouvez faire des transactions sécurisées. Vous n'avez pas la boule au ventre si jamais vous vous faites pirater. Vous avez également un guide où je vous explique comment acheter, vendre et aussi retirer vos crypto-monnaies. Milliers de projets lancés et des promesses de disruption à chaque cycle. Bitcoin représente toujours environ 60% du marché. Et ce n'est pas seulement une question de capitalisation. L'indice Total 3, qui mesure la capitalisation de l'ensemble des altcoins hors Bitcoin et Ethereum, oscille entre 700 et 1000 milliards de capitalisation, le même niveau qu'en 2021. Autrement dit, 4 ans d'innovation, de projets révolutionnaires et de narratifs censés disrupter tel ou tel secteur, d'airdrop, de conférences, pour en arriver exactement au même point. Et pendant ce temps-là, les reliques du passé, elles sont toujours là. XRP, toujours dans le top 4, Cardano, toujours top 11, Bitcoin Cash ou Bcash pour les anciens, top 15, Stellar, top 24, et ce ne sont pas les seuls. Prenez Ethereum classique. Pas de communauté, aucune innovation, un écosystème au point mort, et pourtant une capitalisation de près de 2 milliards de dollars. Plus de 2 fois celle d'une entreprise comme Ubisoft. Si ce token vaut toujours autant, c'est principalement parce que les gens ont oublié de le vendre. On pourrait aussi citer quelques grands noms de l'ère ICO ou d'avant 2020 comme EOS, IOTA ou NEM. Aujourd'hui, ce sont surtout des fantômes. Personne n'y croit vraiment, mais ils restent listés, capitalisés, présents dans les portefeuilles, toujours fortement capitalisés, toujours là, comme des vieux dossiers qu'on n'a jamais pris le temps d'effacer. On va parler maintenant de la valorisation de certains projets crypto qui plongent sous le montant de leur investissement de capital risque. Le 26 décembre, ça tombe bien, c'est aujourd'hui, plusieurs projets crypto voient leur valorisation actuelle inférieure aux fonds levés en capital risque, comme par exemple BubbleMap, valorisation à 6 millions de dollars, ou Plasma. On parle plutôt de 278,5 millions de dollars de tokens XPL. Les investissements BC ont atteint 4,6 milliards de dollars au troisième trimestre de l'année. Mais une correction baissière transforme certains investissements en cimetière, en cimetière pour l'argent, donc de ce type d'investissement. Cette dévaluation reflète un marché en phase baissière prolongée. Elle questionne la viabilité de nombreux projets et pourrait freiner les investissements futurs, favorisant une consolidation autour des acteurs établis. Alors, le leader du classement actuellement, c'est Mindcracker qui a tradé de l'or ici avec un effet de levier de 75. C'est plutôt impressionnant. Mais bref, donc un gain de 125%, c'est juste absolument incroyable. Alors, félicitations pour la première place du classement, temporaire bien sûr, c'est pas scellé, mais voilà, félicitations, c'était un excellent trade. Près de 150 milliards de positions longues et short liquidées en 2025 sur le marché crypto-monnaie. Je sais pas si vous vous rendez compte, ça correspond en moyenne à 400-500 millions de dollars de levier nettoyés
chaque jour. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Alors, j'espère que parmi vous, vous ne mettez pas de levier, ou si vous le faites stratégiquement avec des leviers extrêmement faibles. Moi, quand je vois des personnes qui débutent, qui mettent des leviers supérieurs à 10, je ne comprends vraiment pas la logique. Une personne qui débute, qui n'a aucune formation en trading, va mettre un levier x10 par appât du gain, parce que bien évidemment, il va penser qu'il va faire x10 en termes de profit. Sauf que derrière, il y a le risque de liquidation, et bingo, une personne qui débute en général, malheureusement, ne sait pas gérer, et au final finit par se faire plumer. C'est tout le temps pareil, et encore, je suis juste en train de parler d'un levier x10. Il y a des débutants qui tradent avec des x30, x40, x50, même plus, des fois. C'est du n'importe quoi, c'est pire que du casino, le truc, c'est du loto. C'est n'importe quoi, mais bon, trop de débutants font encore ces erreurs-là. Maintenant, après, voilà, quand on commence à avoir plus d'expérience, pourquoi pas utiliser les leviers quand ils sont bien calculés, bien positionnés, avec des niveaux clés d'entrée, des niveaux clés de sortie, des niveaux de stop loss. Plus on avance dans le temps dans les cryptos, et plus je remarque qu'en réalité, les gens sont vraiment dépendants des charts, et je trouve ça dégoûtant. Pourquoi ? Parce que lorsque les charts descendent, les gens deviennent juste catastrophiques, les insultes, etc. Blablabla. Les gens perdent patience, en général. Le problème, c'est que lorsqu'on a une petite montée, tout le monde devient euphorique, etc. Donc vraiment, l'hypocrisie commence vraiment à me saouler en crypto. Mais bon, on a l'habitude, maintenant, ça fait presque 2 cycles que je suis là. Et j'ai l'habitude. Comme je vous dis toujours, j'en ai aucune idée si la tendance baissière va durer 6 mois, 2 ans, 2 semaines. J'en ai aucune idée et je m'en fous. Okay? Mon but est simplement d'y aller le plus systématiquement possible. Et de la façon que j'ai bâti mes systèmes pour acheter du Bitcoin, okay, c'est ce qu'on appelle le SVBTC, système de valorisation pour Bitcoin. Okay? Donc, c'est un système qui prend simplement les cycles totales, okay, qu'on pourrait dire, et qui évalue si on est dans une zone, lorsqu'on se trouve ici, optimale pour acheter du Bitcoin graduellement en mode DCA, ou si on se trouve dans une zone qui est optimale pour vendre. Donc, dans les zones qu'on était ici, on était dans une zone optimale de vente. Dans la zone ici, on était dans une zone optimale de vente. Et honnêtement, pour être franc, ici, lors de la dernière montée, on était dans une zone neutre. Okay? Donc, ce système-là, c'est vraiment un système qui va me donner 1, 2, peut-être 3 signaux maximum lors d'un cycle haussier et va commencer à me dire d'acheter dans une zone qui est optimale. Entre $200 et $1000, parce que je n'ai pas fait tout au même moment, j'y suis allé petit à petit. Donc, tu as multiplié par 100. Oui, oui, tout à fait. J'ai eu des beaux multiples. Après, je continuais de racheter régulièrement, puisque quand j'avais des rentrées en euros, quand je faisais des exits, des sessions, etc., je pouvais aussi racheter du Bitcoin. Et j'ai l'habitude de voir les hauts, les bas, ça va continuer. Par contre, il faut voir ça dans le long terme. Et c'est pour ça que le conseil que je donne à tout le monde, parce qu'on me pose toujours la question, est-ce que c'est trop tard ? En fait, il faut investir de manière régulière en DCA, c'est-à-dire dollar cost averaging. Par exemple, tous les mois, on achète une certaine somme, pas trop importante, une somme qu'on est prêt à perdre. Comme ça, on ne va pas non plus trop réfléchir et psychoter. Et on rentre régulièrement. Et on se revoit dans 5 ans et dans 10 ans. Voilà, c'est ça ce qu'il faut faire. Il ne faut pas spéculer, il ne faut pas se dire que je vais investir maintenant pour devenir riche. Ce serait une erreur. Il faut le faire de façon raisonnable et raisonnée. Et il n'y aura, à mon sens, que la possibilité d'avoir une bonne surprise à la fin. Mais alors, une monnaie étatique, je comprends tout à fait tes réserves, parce que on voit les États qui s'endettent massivement. Oui. Ça va mal finir, je le pense, sur ce plan-là. Donc ça ne peut finir qu'avec une nouvelle dépréciation de la monnaie, qui est déjà spectaculaire quand on compare le cours des monnaies en or sur un siècle. C'est la seule façon de s'en sortir. Les premiers acheteurs de Bitcoin n'ont pas attendu les plus hauts historiques. Ils ont acheté quand il y avait de la peur, de l'incertitude et du doute. L'histoire ne récompense pas le confort, elle récompense le courage. Et oui, vous le savez, quand il y a eu les premiers acheteurs de Bitcoin, c'était en 2011 ou 2012, là je ne sais plus, et à ce moment-là, le Bitcoin valait encore que quelques centimes. Mais qui osait parler de Bitcoin? Qui osait investir sur du Bitcoin? Moi-même, je me rappelle, c'était en 2014, un collègue de travail m'avait parlé de ça. Il m'avait parlé de Bitcoin en 2014, il m'avait dit oui, 1050 €, tu vas voir, ça va être intéressant. Et je l'avais regardé, je lui ai dit mais vas-y, dégage avec ta merde. C'était les mots que je lui avais répondu. Et c'était en 2014 ça. Donc du coup, forcément, j'avais rien fait, j'avais pas du tout confiance en ce truc-là.
eh bien, il y a eu quand même des personnes qui ont osé franchir ce cap, surtout qu'à l'ancienne, à cette époque-là, il n'y avait pas de plateforme aussi sécurisée, aussi facile d'accès qu'aujourd'hui. Avant, acheter du Bitcoin, fallait se connecter sur des sites, faire des opérations, utiliser des wallets. C'était très compliqué pour l'époque. Hein. Donc du coup, voilà, il fallait quand même être assez courageux et pas avoir peur, entre guillemets, de se faire pirater. Moi, c'était ma crainte. Hein. J'avais peur de me faire pirater ma carte bleue à payer sur ce genre de site que je n'avais jamais entendu parler. Maintenant, quand on parle de survie, on peut découper la question en deux parties. Est-ce qu'on parle de la survie technique et technologique de Bitcoin ou est-ce qu'on parle de sa survie financière? Si on parle de la survie technique et technologique, pour moi, il n'y a pas vraiment de débat. Oui, Bitcoin survivra à cette crise. Pourquoi? Parce que Bitcoin, il est décentralisé. Bitcoin, il ne dépend pas de la Fed, il ne dépend pas des banques américaines, il ne dépend pas de Wall Street, il ne dépend pas non plus uniquement de l'électricité américaine. Donc, tant que dans le monde, il y a de l'électricité et Internet quelque part, que ce soit en Chine, en Europe, en Afrique ou en Amérique du Sud, le réseau Bitcoin il va continuer à fonctionner. Les mineurs vont continuer à produire des blocs et les transactions, elles vont être validées. D'ailleurs, petit rappel historique, je vous rappelle quand même que Bitcoin a été créé justement en 2008 en réponse à la crise financière des subprimes qu'on a eu aux États-Unis. Et d'ailleurs, que le premier bloc de Bitcoin qui a été créé détient un titre du Times, justement, qui parle de cette fameuse crise financière. Donc Bitcoin a été conçu pour survivre aux crises du système traditionnel, du système financier. Depuis plusieurs mois, une autre dynamique commence à émerger, celle des ETF sur les altcoins. On vous en a parlé plusieurs fois sur la chaîne. Premiers ETF spot Bitcoin ont été un tournant, puis ceux sur Ethereum, et maintenant, timidement, quelques autres commencent à apparaître. Mais attention, ces nouveaux produits ne couvrent qu'un tout petit nombre d'actifs. Et surtout, ils confirment à quel point le marché est polarisé. Un rapport de ccn.com répertorie 155 produits ETF ou ETP listés ou en attente, mais montre que la majorité des flux actuels, comme des projets futurs, concernent en fait que 4 actifs, Bitcoin, Ethereum, Solana et XRP. Même des géants comme Vanguard, historiquement très anti-crypto, ont fini par ouvrir leur plateforme à certains produits crypto ce mois-ci. Mais vous me voyez venir, toujours les mêmes, Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP, pas de surprise. Et surtout, pas de file d'attente pour un ETF sur votre altcoin préféré du top 50. Côté institutionnel, le constat est encore plus net. Une enquête menée par Ernst & Young de 2025 montre que les investisseurs professionnels augmentent leur exposition aux actifs numériques. Mais pas via les tokens à la mode sur X ni via les plateformes expérimentales. Leur terrain de jeu, ce sont les ETF spot, les fonds régulés, les produits structurés. Comme j'ai dit, le retail ne veut pas acheter de l'ETH parce qu'il passe son temps à baisser, mais il y a des gros acteurs qui, elles, en accumulent et il y a des gros acteurs qui en achètent pour des milliards. Et concrètement, elles font quoi? Elles absorbent l'offre pendant que d'autres vendent. Et c'est justement pour cette raison que le prix reste un petit peu bloqué à ces niveaux-là, à ces niveaux actuels. Mais malgré ces achats énormes, c'est pas encore suffisant pour relancer une vraie tendance haussière. Bon, on va rentrer dans une partie un petit peu plus positive. Il y a quand même aussi de vraies bonnes nouvelles à regarder en ce moment. Et elles viennent du côté de la liquidité mondiale. Cette liquidité vient tout simplement d'atteindre un nouveau record historique. Et ça, c'est très important, surtout quand on se projette sur l'année prochaine, l'année 2026, où on en a parlé tout un tas de fois sur la chaîne. Parce qu'en général, pourquoi je trouve ça intéressant, c'est que quand la liquidité augmente, elle se retrouve pas immédiatement dans les marchés. Il y a toujours un décalage. Mais sur le moyen terme, c'est souvent un carburant très puissant pour les actifs risqués, comme les crypto-monnaies, comme le Bitcoin. Puis, pour l'année qui arrive, on s'attend aussi à une nouvelle baisse de taux de la Banque centrale américaine. Pour rappel, Jérôme Powell va partir. Je vous propose, c'est d'aller voir ce qui nous attend semaine prochaine au niveau des annonces macroéconomiques. La semaine prochaine s'annonce chargée, avec plusieurs chiffres à fort impact qui peuvent clairement influencer le marché des cryptos. Lundi, on aura la publication de la balance commerciale des États-Unis, donc c'est un indicateur important pour le dollar et pour le sentiment global des investisseurs. Mardi, rendez-vous clé avec les minutes du FOMC. Le marché va scruter chaque mot pour voir si la Fed reste sur sa politique monétaire ou si un assouplissement commence à se dessiner. Mercredi, gros focus sur le marché du travail avec les demandes initiales de chômage, la moyenne sur 4 mois et les allocations chômage continu. Des chiffres en hausse pourraient raviver les craintes sur l'économie américaine, mais aussi soutenir les actifs risqués. Bref, une semaine très sensible avec pas mal de potentiel pour créer de la volatilité. Donc si tu trades, reste attentif aux horaires et évite de te faire surprendre.
Les cartes de crédit vont saturer, la dette des privés est au plus haut de tous les temps, comme celle du gouvernement d'ailleurs, et même si les taux directeurs baissent à 2%, les taux débiteurs sur les cartes de crédit restent à des niveaux qui feraient rougir de honte un parrain de la mafia. Et sans consommation, pas de bénéfice, pas de bull market. La probabilité de réalisation de ce scénario, c'est 45%. Le consommateur américain est coriace, mais pas immortel. On a tondu le mouton tellement près de la peau qu'en 2026, le mouton n'a plus assez de laine pour passer l'hiver, alors méfiance. La 5e raison de cette baisse qui arrive inévitablement en 2026, c'est la guerre commerciale totale. Imaginez un monde où chaque pays érige des murs douaniers. La Chine réplique, l'Europe s'enferme, le commerce mondial se grippe, et pour les multinationales du S&P 500 qui réalisent 40% de leur chiffre d'affaires à l'international, c'est une catastrophe industrielle. Les chaînes d'approvisionnement se cassent à nouveau et les marges fondent comme neige au soleil. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de neige. Le déclencheur ne sera probablement pas une grande déclaration de guerre, ce sera un simple décret sur des tarifs douaniers, une simple signature dans un bureau de Washington et bam, 24 heures plus tard, Pékin et Bruxelles répliquent. C'est l'étincelle qui met le feu à la plaine du commerce mondial. La probabilité de réalisation, c'est 70%. C'est le risque géopolitique numéro 1 de l'administration actuelle. C'est le concept du chacun chez soi et les vaches seront bien gardées. Théoriquement, l'expansion pouvait être une bonne chose. Encore une fois, ce concept est très puissant. Prise de liquidité, on voit le repricing dans la zone discount qui est en train d'aller justement nous offrir un ATH. On a la même chose sur le Nasdaq. Prise de liquidité, réintégration, repricing dans la zone discount du mouvement. Et là, on est en train pour moi d'aller justement chercher l'expansion au-dessus de l'ATH, pareil pour le Russell, etc., etc. Mais la question, c'est après ces ATH, qu'est-ce qu'on fera? Alors, théoriquement, on peut encore aller plus haut, il n'y a pas de problème. Comme vous l'avez vu dans le titre, je pense qu'en 2026, on aura un mouvement de repricing d'une partie de cette hausse parce que je pense qu'elle est très agressive. On laisse énormément de choses derrière nous. Je ne sais pas quand est-ce qu'on aura tout simplement un retracement, mais je pense qu'en 2026, il y en aura un. Donc je pense que c'est un bon moment de commencer à prendre des profits, même de les prendre sur la montée, pour avoir du cash au cas où 2026 est une année de turbulence. Je ne pense pas qu'on rentrera dans un marché baissier, on a déjà parlé de ça hier. Je pense que le marché viendra à un moment donné retravailler une partie de cette hausse et que c'est un bon moment pour prendre des profits. On peut utiliser des indicateurs de momentum, par exemple, comme MACD, qui est un bon indicateur de momentum. On voit qu'on est en train de commencer à rentrer sous l'effet d'une divergence baissière ici. Ça ne veut pas dire que ça va baisser, ça veut dire que la force de ce mouvement est en train de ralentir. On a le silver aussi continue à grimper sans cesse et je trouve ça vraiment impressionnant parce que en réalité ça fait partie du cycle et quand je vois que l'or nous a fait une montée incroyable, vraiment incroyable, et que le silver n'arrête pas non plus de grimper, quand je vois que le silver était en début d'année à diviser par 3, les personnes qui ont mis extrêmement beaucoup d'argent en début d'année se sont blindées les couilles. Ce que vous pouvez déjà constater premièrement pour le Bitcoin, c'est qu'on a une chandelle verte. On tente de dépasser les précédents sommets ici, donc ça c'est déjà quelque chose de positif. Alors effectivement, on est au-dessus de ceci actuellement, mais on verra comment cette chandelle va pouvoir se clôturer. Peut-être qu'on aura une clôture durable finalement au-dessus de la ligne orange des 88 350 $. Ce serait le premier signe un petit peu de force au court terme, ou peut-être assisterons-nous à un pullback et une nouvelle clôture en dessous. Selon toute vraisemblance, j'aurais envie de vous dire que le Bitcoin devrait amorcer une légère petite hausse, et je vais vous expliquer plus tard dans cette vidéo pourquoi j'en suis convaincu. Donc j'attends un breakout, en fait une percée à la hausse et une clôture au-dessus de la ligne orange afin de dépasser les précédents sommets. Il faut surtout clôturer au-dessus des 93 500 $. Ensuite, vous avez le niveau très important des 95 000 $. Et finalement, le niveau qui me fera repasser en mode un peu plus bullish, à savoir les 102 000 $. Ce que dit aussi Bob Lucas, si on a eu un top sur le cycle de 4 ans, ça ne veut pas forcément dire moins 70 à moins 85% down sur Bitcoin. Et on pourrait aussi considérer une version qui viendrait, on va dire poliment, qui viendrait un peu faire chier, on va le dire poliment comme ça. Pas mal de monde, ça serait quelque chose un peu plus sur le temps et juste une correction de 50%. Et en fait, il ne dit pas clairement, mais c'est une théorie qu'il a émise depuis 6, 7, 8 mois, je ne sais plus combien de temps ça fait. C'est le double cycle sur Bitcoin. Vous avez vu, on en a parlé sur la chaîne, sur les lives. J'avais fait des extraits de ces lives, justement. Cherchez sur ma chaîne double cycle Bitcoin. Ça parle de ça, en fait. C'est-à-dire un bear market qui dure potentiellement pas loin d'un an, mais une correction beaucoup plus
sobre, beaucoup moins forte que le cycle précédent, du style 50%. Si on parle de 50%, autant vous dire que le plus gros est déjà fait. Hein. Et donc là sur le long terme, et les stablecoins, c'est la monnaie stable qu'ils ont et qui leur permet de faire un rendement qui est extrêmement propre et qui bat donc bien évidemment à plat de couture un petit peu tous les autres classes d'actifs sans prendre de risques avec des gros guillemets, parce qu'on a quand même bien vu des stablecoins se faire éclater. Après c'est pas des stablecoins comme ça, mais bon. Donc du coup c'est normal et les stablecoins font que de monter. Mais pour vous donner une idée, on a commencé donc l'année 2024 avec une market cap de stablecoin à environ 130 milliards et là donc on finit 2025 avec quasiment plus du double, enfin même plus du double largement, pardon, on est à 310 milliards de dollars sur des stablecoins. Donc ça signifie deux choses, ça signifie premièrement que c'est ce que je vous ai dit, il y avait ça, et deuxièmement ça signifie qu'en fait les gens ont beaucoup vendu donc leur crypto et gardé en stablecoin pour éviter de payer les taxes, etc., etc. Donc on retourne un petit peu sur tout ce qui se passe là-dessus. L'USDT, c'est grâce au rachat de la dette US en partie. Il n'y a pas que ça, mais en partie c'est ça, si tu veux. Et bien évidemment, c'est eux qui sont en avance largement. Vous voyez que la market cap de l'USDT à elle seule, c'est 186 milliards. Alors, ce zap t'a plu ? Fais-le moi savoir en commentaire.